Bonjour. Dans cette première capsule du chapitre 5, nous allons voir comment étudier le mouvement d'un objet dans le champ de pesanteur terrestre à partir des outils de cinématique présentés au chapitre 4. Nous allons examiner une situation concrète. Il s'agit d'un tir d'Antoine Griezmann qui, au cours de la Coupe d'Europe 2016, a marqué un magnifique but en frappant doucement le ballon qui a alors effectué une trajectoire en cloche. On parle de tir piqué. Sur la vidéo, on voit que le joueur imprime au ballon une trajectoire qui permet au ballon de passer au-dessus du gardien de but. C'est un tir extrêmement technique qui demande des heures d'entraînement. Quelle est donc la problématique ? Si Antoine Griezmann communique une vitesse initiale V0 de norme 12,5 mètres par seconde et dont la direction fait un angle alpha de 55 degrés avec l'horizontale, peut-il mettre le but ? Quelles sont les informations initiales ? Les buts sont constitués de deux montants verticaux qui sont reliés par une barre transversale située à une hauteur de 2,44 mètres par rapport au sol. La masse du ballon est de 620 grammes et Griezmann se situe à 14 mètres par rapport à la ligne de but. De plus, lors d'un tir piqué, une fois que la balle est en l'air, elle n'est soumise qu'à son poids, dans la mesure où l'on va négliger les frottements de l'air. On dit dans ce cas-là que le ballon est en chute libre. Pour répondre à la problématique, il est nécessaire également de faire un schéma de la situation. La trajectoire de la balle est en cloche. On repère la position de la balle à l'instant t égale 0, ce qui correspond au moment où la balle décolle et n'est en contact ni avec le sol ni avec la chaussure du joueur. On repère la balle par son centre de symétrie G. Puis, on va placer un repère. L'origine O est confondue avec le centre de gravité du ballon. On trace un axe horizontal au X, puis un axe vertical vers le haut au Z. Attention de bien respecter les noms des repères qui vous sont donnés dans un exercice. Puis on place les buts à 14 mètres du ballon et d'une hauteur de 2,44 mètres. On représente également le vecteur vitesse à l'instant t0, c'est-à-dire v0. Il part du point O et est tangent à la trajectoire. Il fait un angle avec l'horizontale de 55 degrés. On place également le vecteur champ de pesanteur. Il est vertical, dirigé vers le bas. On peut dire que le ballon sera bien dans les buts s'il se trouve à une distance de 14 mètres de son point de départ et que la hauteur atteinte par le ballon au niveau de cette ligne soit inférieure à 2,44 mètres. Donc, pour répondre à la problématique, est-ce que le but est marqué ? Il va falloir établir l'équation de la trajectoire du ballon afin de vérifier que lorsqu'il arrive en x égale 14 mètres, il est bien à une hauteur ou une altitude de z inférieure à 2,44 mètres par rapport à son point de départ. Comment établir l'équation de la trajectoire ? C'est-à-dire trouver une expression de z en fonction de x. On part des seules choses que l'on connaisse. Premièrement, le bilan des forces exercées sur le ballon, et deuxièmement, on applique la deuxième loi de Newton. Commençons par le bilan des forces. Il faut définir le système, donc ici il s'agit du centre d'inertie G du ballon, préciser le référentiel, ici c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. On va prendre en compte les informations données dans la problématique. On nous dit que le ballon est en chute libre, c'est-à-dire qu'il n'est soumis qu'à son poids. Donc, le bilan des forces se résume au poids grand P. Grand P est égal à m fois g, expression vectorielle. Les forces de frottement sont négligeables, donc on n'a pas à les prendre en compte. Maintenant, on applique la seconde loi de Newton.
il faut d'abord l'énoncer. La somme des forces extérieures appliquées sur le ballon est égale à la dérivée de la quantité du mouvement du ballon par rapport au temps. On exprime la quantité de mouvement, c'est-à-dire m fois v. Comme la masse du ballon est constante, on peut la sortir de la dérivée et donc on obtient d de v sur dt qui est équivalent à l'accélération. Donc on en conclut que la somme des forces extérieures appliquées sur le ballon est égale à ma, m masse du ballon et a accélération du ballon. Puisque le bilan des forces se résume au poids, on peut dire que P est égal à ma, on exprime P, m fois g, est égal à ma. On peut éliminer la masse, donc on établit que l'accélération est égale à g. Donc, lors de la chute libre du ballon, le vecteur accélération de son centre d'inertie est égal au vecteur champ de pesanteur grand G. Quelles conséquences? D'abord, l'accélération est constante, et deuxièmement, l'accélération est indépendante de la masse du ballon. Donc, le mouvement aussi est indépendant de la masse. On a une expression du vecteur accélération, mais on est encore très loin de l'équation de la trajectoire. Pour avoir l'expression de la trajectoire, il nous faudrait des informations sur x et z, donc en fait des informations sur le vecteur position. On a défini l'accélération comme étant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et de même, on a défini le vecteur vitesse comme étant la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, comment, à partir de l'accélération, on pourrait remonter jusqu'au vecteur position? Je vais faire une petite analogie avec les mathématiques. Alors attention, je ne suis pas professeur de mathématiques, donc je ne prétends pas que mon vocabulaire soit parfaitement rigoureux. J'utilise les mathématiques comme un outil pour répondre à mon problème. Donc, prenons par exemple le cas de la multiplication par 2. Lorsque j'ai 3, si je le multiplie par 2, j'obtiens 6. Maintenant, quelle opération il faudrait que je fasse pour, à partir de 6, retourner à 3? C'est simple, il suffit de diviser par 2. Je peux donc dire que la division est la fonction R inverse de la multiplication. Elle me permet d'annuler le fait d'avoir multiplié par 2. On avait vu dans le cours de chimie, par exemple, lorsqu'on a calculé des pH, que la fonction inverse du logarithme était 10 puissance x. Donc ici, ce qu'on voudrait, pour pouvoir, à partir de l'accélération, remonter au vecteur position, c'est annuler la fonction dérivée. L'inverse de la fonction dérivée est l'intégration, c'est-à-dire qu'on va chercher la primitive des fonctions. À partir du vecteur accélération, on peut remonter par intégration à une expression du vecteur vitesse. De même, à partir du vecteur vitesse, on peut remonter par intégration à une expression du vecteur position. L'expression du vecteur position nous donne les coordonnées x, z du centre d'inertie du ballon. On peut donc établir l'équation de la trajectoire du ballon qui sera une expression de z en fonction de x. En résumé, lorsqu'on veut étudier le mouvement d'un objet, on va procéder toujours de la même façon. D'abord, on va établir le bilan des forces qui s'applique au système étudié. Ensuite, on applique la deuxième loi de Newton. De cela, on va pouvoir tirer une expression du vecteur accélération. On intégrera le vecteur accélération et on en tirera une expression du vecteur vitesse. Puis, par intégration du vecteur vitesse, on établira une expression du vecteur position, c'est-à-dire les coordonnées du système en fonction du temps, c'est ce qu'on appelle les équations horaires, et on pourra, à partir de ces équations, établir l'équation de la trajectoire. Cette première capsule se termine. Elle nous a permis de trouver la démarche pour établir l'équation de la trajectoire.
ce que nous allons faire concrètement dans la capsule suivante.